Bonjour ou bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans Le Monde en 7 ce samedi 3 janvier 2026. C'est une nouvelle année et la tradition voudrait qu'on puisse présenter les vœux. Bien, je vous souhaite une année pleine de grâce et de santé surtout. Le Monde en 7 pour ce jour, on va parler de la Guinée avec les résultats de la présidentielle. 86% des voix pour Mamadi Doumbouya. Nous irons du côté de la Côte d'Ivoire également pour parler des élections législatives là-bas. Large victoire pour le RHDP de Alassane Ouattara. Et en deuxième partie, on va parler du Togo avec la remise en liberté, enfin la grâce qui est accordée à plusieurs détenus. Et on va également évoquer l'adresse à la nation du président du conseil pour voir qu'est-ce qu'on en retient. Je reçois 3 invités pour parler de ces sujets. Cyril Sablassou, directeur de publication du journal Le Républicain Info. Bonsoir Cyril. Bonsoir Samuel, bonsoir cher ami, bonsoir à tous les téléspectateurs de la New TV. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Heureuse année 2026 à vous. C'est un plaisir. Face à vous, Akleso Esso, il est consultant en communication et coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Nîmes, bonsoir à Lacmont et bonsoir également à Cyril avec qui ça fait 5 ans où on n'est plus encore sur un plateau, on ne s'est plus retrouvé sur un plateau, donc je suis content de le retrouver aujourd'hui encore ici. Merci, heureuse année. Merci. À vous également. Dominique Lacmont, bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir également à mes frères co-panélistes, les amis de tous les jours, coach. Et puis bon, aujourd'hui également je retrouve Cyril sur le plateau. C'est un réel plaisir de commencer votre émission en la première émission de l'année 2026. Donc c'est un honneur pour moi. Et merci, bonne année à vous aussi. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Avec le même plaisir pour présenter Le Monde en 7. On commence avec la Guinée. En septembre 2021, Mamadi Doumbouya avait pris le pouvoir par un coup d'État. Il a ensuite annoncé son intention de ne pas participer à la présidentielle censée clôturer la transition, mais s'est finalement présenté au scrutin marqué par l'absence des principaux leaders d'opposition. Eh bien, les résultats provisoires de cette élection annoncés mardi 30 décembre par la Direction générale des élections en Guinée donnent Mamadi Doumbouya largement vainqueur de la présidentielle avec 86,72% des voix, alors que les principaux partis d'opposition n'ont pas pris part au scrutin qui s'est déroulé le dimanche dernier. La victoire de l'actuel chef de l'État ne faisait quasiment pas de doute. Le seul inconnu, c'était le taux de participation et le score, le taux de participation également, qui est très élevé. 80,95% des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote. C'est sans surprise, que Mamadi Doumbouya s'offre ce score soviétique. Heureusement que tu as terminé par discours soviétique. Donc moi, je ne m'étonne pas. Depuis le référendum jusqu'à présent, rien n'a changé pour qu'on dise l'opposition est la main pour faire quoi que ce soit. Mais c'est que ce qui est bizarre, c'est où nous allons, qu'est-ce qu'on essaie de montrer à la face du monde. C'est ça qui est le problème. Même s'il a essayé de faire comme le Origi, je pense lui autre, il n'a pas exprimé la volonté de faire transition d'abord, mais lui là, carrément dit qu'il veut changer les chemins. Doumbouya nous avait dit que la CEDEAO n'a qu'à lui laisser les mains pour faire la transition que lui-même il veut. Donc la date de l'année de transition, c'est lui qui a choisi. Et maintenant, il a promis ne pas se représenter, ne pas se présenter là-bas. Moi, je me dis que c'est quand même aberrant que nos leaders, du moins ceux qui viennent ou ceux qui ont fait coup d'État ne tiennent pas parole. Bon, le peuple aussi, moi je pense qu'ils savent, ils connaissent maintenant quel est l'impact, l'importance ou la négativité des coups d'État maintenant, et s'ils sont des gens qui sont des gens de parole, on le voit. Mais le problème aussi pour l'Afrique, c'est que rien concrètement n'a changé, ne va changer en Guinée. Doumbouya là pratiquement 3 ans. Et j'aurais voulu pour lui-même, pour l'Afrique et pour sa famille, de permettre à ce que quelqu'un d'autre se présente et qui change les choses. Parce que les militaires doivent arrêter de penser qu'ils sont de la providence. Parce que la politique, quoi qu'on dise, c'est un art que seuls les aguerris
peuvent bien le faire, la faire plutôt. Mais quand ce sont ceux qui doivent rester dans la caserne qui viennent à la tête de nos pays, je pense que ça crée un problème. Jusqu'à présent, depuis les années de l'indépendance jusqu'à présent, on n'a pas, à proprement parler, réussi, ou bien les coups d'État qui ont été perpétrés n'ont jamais donné rien de bon. Le ridicule, c'est même le coup d'État de ATT, je pense, il restait un mois, deux mois, on a fait un coup d'État. J'ai même vu hier, j'ai appelé des amis en Guinée, ils ne m'ont pas encore répondu, où quelqu'un est en train de bourrer. Et les urnes, on dit ce sont des observateurs que l'État a envoyés, et c'est eux, les observateurs, qui bourrent les urnes. Et comme on ne m'a pas encore confirmé, je ne peux pas. Sinon, c'est pas bien quand même. Dominique Lacmos, ça fait 86-72 pour Mamadi Doumbouya. C'est vrai, en face de lui, il n'y avait pas de véritable poids lourd. Est-ce que vous comprenez que ce ministère, ce militaire, voilà le mot, ce militaire a eu peur d'affronter de vrais adversaires? Oui, mais c'est un résultat qui n'est pas surprenant. Ce résultat n'est pas surprenant pour moi. Je pense que ça surprend ceux-là que Doumbouya essaie de les amadouer, les engloutir dans sa forfaiture. Je pense que Doumbouya, en perpétrant son coup d'État, avait une vision, c'est la conservation pure et simple du pouvoir. Et il le fait, ça se matérialise. Et vous avez vu la stratégie qu'il a mise en place. D'abord pour séquestrer les partis politiques, celui d'Alain Diallo, ex-leader d'opposition, qui sous Alpha Condé, a vu sa maison démolir. Et bon, il n'avait que le choix de fuir la Guinée. Les autres partis, même la FNDC, le Front de la société civile, qui a milité sous Alpha Condé pour que Doumbouya puisse trouver des braises pour perpétrer son coup d'État. Ce front, les responsables de ce front sont vus décapités, d'autres en prison, d'autres ont pris la fuite. C'est que pour lui, il fallait quand même, sur son chemin, éliminer tout le danger qui pourrait le contraindre d'arriver à son objectif. Et je pense que vous avez vu tout ça et les anciens cadre de son parti, parce que lui-même, il fut un lieutenant d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui l'a formé. Il a gelé les comptes de ces hommes politiques. D'autres sont en prison, d'autres ont pris la fuite. De certains généraux qui étaient tenants sous Alpha Condé, obligés aussi. D'autres en prison, d'autres sont en fuite. Maintenant, il lui reste que le boulevard tracé. Il n'a fait que cette histoire de constitution, de tout ça. Et voilà, c'est un chemin pur et simplement qui est tracé et qu'il a exploité pour arriver à ses fins. Et je pense que c'est un match sans adversaire. Je ne pense pas que c'est gagné d'avance. Et Doumbouya le savait, et ce n'est pas que Doumbouya seul, toute l'Afrique, tout le monde le savait que Doumbouya allait juste faire une formalité pour être président de la République guinéenne. Et ça s'est confirmé avec un taux de participation hors norme, 80, combien, je ne sais pas, 80%, et dans ces 80% d'électeurs, lui, il n'a que 86%. C'est pour nous dire que tous les Guinéens, dans leur ensemble, sont avec lui. Mais je ne sais pas si c'est... Bon, quel Guinéen? Sauf que c'est des Guinéens fictifs que Doumbouya a fabriqué dans son laboratoire avec des chiffres énormes pour pouvoir quand même embellir son image aux yeux de la communauté internationale, c'est-à-dire la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, tous ses partenaires, que maintenant il est un président légitime. Comme l'autre disait, c'est vrai, Oligui Nguema c'était un militaire, mais quand il est venu, il n'est pas venu avec un bâton à la main. Je pense qu'il a quand même, à part la famille Bongo, qu'il a quand même séquestré, tout le monde le savait, la famille Bongo, il faut qu'il les mette de côté. Mais les tenants du pouvoir ont participé quand même à ces élections, parce que lui-même, il fut tenant. Mais Doumbouya n'a même pas donné la liberté à un de ces tenants de la scène politique qui menait, ces tenants qui menaient la scène, les activités politiques
en Guinée, aucun n'a eu la chance de participer à cette élection. Maintenant, je ne sais pas, moi-même je ne maîtrise même pas ceux qui l'ont accompagné à ces élections. Je ne sais pas s'ils sont de quel parti. Ce sont des micros, les gens qui se sont, qui ont essayé de créer des choses pour accompagner. C'est Doumbouya même qui a créé ces partis, ces micro-partis-là, pour l'accompagner dans son aventure, pour le légitimer aujourd'hui en tant que président de la République guinéenne. Chose est faite, je pense que les Guinéens doivent avaler un comprimé très amer, mais il faut que ce comprimé-là puisse, le souhait qu'on doit leur donner, que ce comprimé puisse résoudre, si c'est un comprimé qui peut détruire les vers intestinales, que ces vers-là puissent être, voilà, qu'ils puissent les déparasiter. Soit peu, je vais parler des trucs de la corruption, oui, on va revenir du développement et autres. Cyril, qu'est-ce qu'on retient finalement de ces résultats? La participation, elle est très forte, son score également très fort. C'est juste les deux choses à retenir. Bon, c'est sur ce même plateau avec Michel que j'avais dit en 2021 que au fait, Doumbouya n'est pas arrivé pour repartir. Quand vous voyez la personne, c'est quelqu'un qui est vraiment assoiffé du pouvoir. Il n'est pas là pour repartir, il est là pour une éternité. Peut-être il va mourir au pouvoir parce que comment on peut organiser une élection après 4 ans de pouvoir sans bilan en fait? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qu'est-ce que Doumbouya a pu faire pour les Guinéens. Bon, mais si les Guinéens sont sortis très forts, aussi nombreux, et votés autant pour lui, non, c'est qu'ils sont si satisfaits de sa gouvernance. Samuel, un président comme Général Doumbouya ne peut pas organiser une élection et perdre l'élection. Mais il a tout planifié. Ça, il a tout planifié. Parce que comment... Déjà, quand vous voyez comment l'appelle-t-on, le processus, déjà en mois d'août, les deux grands partis politiques, celui d'Alain Diallo et de Alpha Condé, ont été suspendus. Oui. Déjà, il est en train de baliser la voie pour vraiment rafler tout. Vous voyez un peu, on ne peut organiser une élection aujourd'hui en Guinée sans que ces grands partis politiques ne participent pas à cette élection. Ce qui veut dire que Doumbouya avait planifié tout. Il est arrivé pour rester. Il est arrivé et je crois que même après les 7 ans, il va encore se présenter. Ne pourra pas. Maintenant, la question, est-ce que c'est la bonne manière? Moi, je préférerais qu'après 4 ans, que Doumbouya donne le pouvoir à un civil et lui se retire, il se contente comment on l'appelle, de son titre du général même qu'il s'est donné. Parce que le bilan des 4 ans déjà, c'est catastrophique. Les Guinéens souffrent. Quand vous lisez, moi je suis sur des panels avec certains confrères guinéens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je crains que peut-être dans les jours à venir, ça sent très mauvais. Peut-être un autre coup d'État en train de guetter notre ami le général Doumbouya. Parce que quand vous lisez un peu, vous faites un peu la lecture du paysage politique guinéen, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il est la seule personne qui décide de la vie des Guinéens. Mais ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi la CEDEAO a semblé un peu oublier la Guinée? Non, la CEDEAO... Parce qu'elle est entrée, Doumbouya a fait son coup d'État en septembre 2021. Il y a eu quelques missions conduites par l'ancien président béninois, Yahi Boni. Après, c'était comme silence radio. Non, vous voyez, là où la CEDEAO actuellement, nous avons participé au démantèlement, du moins psychologique, de la CEDEAO. Vous voyez, quand la CEDEAO parle, les gens trouvent un ennemi à abattre dans les médias. On ne vérifie même pas pour voir ce que la CEDEAO dit, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, et puis on la bat. Je fais partie de ceux qui aussi avaient critiqué la CEDEAO par rapport à certaines choses par le passé, mais et par rapport à sa position sur les coups d'État, je soutiens à 100% la CEDEAO parce que et ça ne résout rien. Mais je me rappelle que quand la CEDEAO est allée en Guinée, dans sa mission pour essayer de remettre de l'ordre, les gens ont brandi le drapeau de Russie et des jeunes on a dit que c'est la CEDEAO des présidents, on a traité, et les gens sont contents même qu'on ait renvoyé les émissaires de la CEDEAO. Ouais, en droit, on nous dit que il y a des actes juridiques et des faits juridiques. Donc, tout événement
que nous allons prendre comme c'est anodin a des conséquences juridiques. Voilà là où on en est. Donc moi, là où la CEDEAO est, quelle que soit son action, les gens vont mal l'interpréter encore. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit quand la CEDEAO s'est levée pour lutter contre les coups d'État au Mali qu'on sort. Donc les gens ont vilipendé la CEDEAO de façon drastique où on dirait que la CEDEAO n'a rien fait, même si on déduit que c'est une association ou bien c'est une organisation économique, mais elle s'arrête au fur et à mesure des pouvoirs politiques pour regarder. On ne lui a pas donné le temps. Je dis, j'en fais partie. Mais ici, je me dis que qu'est-ce que la CEDEAO peut faire, étant donné que des gens, tous ces dirigeants, sont des gens qui ont des tympans qui ne fonctionnent plus. Quoi qu'on dise, ils vont tête baissée et ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne comprends pas comment... Oui, mais c'est qu'en Guinée, on n'a quasiment pas eu de sanctions. On a eu comme l'impression qu'on a laissé Doumbouya faire sa transition comme il l'entendait. Non. Vous vous rappelez que Doumbouya demandait 3 ans, la CEDEAO réduisait ça à 6 mois, et quand on envoie les émissaires, on a essayé même de rosser les émissaires. À la télé, ça a été une sorte de spectacle où les gens disaient, voilà. Donc, moi, je pense que ce n'est pas... Les gens prenaient... Il y a une expression militaire là. Les gens prenaient le peuple comme bouclier face à la CEDEAO. Donc, quand il brandit le peuple comme ça, la CEDEAO se voit désarmée, elle ne peut pas faire quelque chose comme cela. Donc, je me rappelle que ça s'est enchaîné. Hein. Il y a les questions de Burkina, beaucoup de choses sont enchaînées. Comme la CEDEAO a laissé faire le Burkina et consort là, c'est normal qu'on laisse Doumbouya faire. Même, je pense que le récent coup d'État, c'est Guinée-Bissau. Oui, Guinée-Bissau. Vous voyez que la CEDEAO n'a pas dit quoi que ce soit, même si c'est sur le plan international, elle n'a pas dit quoi que ce soit. C'est seulement au niveau de Bénin qu'on a vu que la CEDEAO a réagi. Est-ce que c'est la CEDEAO? Non, disons qu'il y a un communiqué qui dit que... Officiellement, c'est la CEDEAO. Que le Nigeria a intervenu au nom de la CEDEAO, tout ça là-bas, il faut le faire. Non, c'est pour dire que nous démantelons la CEDEAO. Or, je l'ai déjà dit ici, je pense que c'est avec toi, que la CEDEAO n'a pas échoué, n'a pas eu que des échecs. Il y a eu des performances sur le plan économique que la CEDEAO a obtenu. Je l'ai dit ici, le Maroc demande à rentrer dans la CEDEAO. Donc, si ça a été... Est-ce qu'il y a eu une aberration aussi? Oui, c'est une aberration. Quand le Togo demande à rentrer à l'AS, est-ce qu'on est dans le pays ça? Non, et le ministre des Affaires étrangères demandait que si le peuple veut que le Togo allait. Il a fait une allusion comme ça où les gens sont énervés. Donc, il y a des consultants qui sont venus aussi sur le plateau du Nord qui ont dit que le Togo devait faire partie. Bon, je ne vais pas publier là-dedans. C'est pour dire que nous avons démembré la CEDEAO par rapport à son action politique sur le terrain. Donc, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas aussi trop tard. Elle doit réagir parce que quand le sort, la communauté, ou dans le droit communautaire, quand le sort des peuples est en jeu, la communauté doit agir. Et donc, que la CEDEAO réagisse pour que, du moins, essayer de critiquer un peu parce que de colonel, il est devenu général. Je pense que on n'a rien dit. On a des états-majors de la CEDEAO. Est-ce que c'est comme ça se passe? Dans une année, on peut quitter de... Même si on dit politique, on peut quitter de général. Il n'est même pas général de brigade, c'est général d'armée. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été général de division. Donc, c'est anormal. Donc, il faut qu'on arrive au sein de nos communautés parce que les Blancs vont se moquer ou les autres peuples vont se moquer. C'est comme si il y a des ordres, quoi. Ici, en tout cas, avec ce score, il n'y aura pas de second tour. Il a ses 7 ans devant lui. Donc, c'est à lui de jouer. Les défis de la Guinée sont là. Plus de 52% des Guinéens vivent en deçà du seuil de pauvreté. Oui, c'est ce que je disais, qu'aujourd'hui, tout ce dont il a besoin, il a. Il est président maintenant, les Guinéens doivent, quel que soit le cas, doivent l'accepter. Mais il a essayé de se légitimer. Il était un putschiste. Aujourd'hui, on va parler du président de la République guinéenne. Élu. Donc, il va rentrer dans les instances internationales et tout ça là, et voilà, internationaux, pardon. Et aujourd'hui, il va en tant que président. Mais là, avant de revenir sur la question, je vais aussi agir un peu sur la question de coach. Pourquoi la CEDEAO? Parce que Doumbouya a été un peu tendre avec la CEDEAO. La CEDEAO a demandé la libération d'Alpha Condé. Doumbouya en a cédé. Donc, Alpha Condé, voilà, c'était pas... Il a utilisé le ton par rapport. Oui, donc ça fait qu'il y a quand même des accords un peu qu'il a tissés avec la CEDEAO, contrairement aux autres pays qui sont restés sur leur position pour tenir la
pour tenir tête à la CEDEAO. Donc c'est pour dire que Doumbouya a joué un peu sur une diplomatie qui a été payante par rapport vis-à-vis de la CEDEAO. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est vrai, il a pris 4 ans pour séquestrer tout ce qui est animation politique en Guinée. Aujourd'hui, c'est lui le maître, mais je pense qu'il doit maintenant tourner sa vision vers le développement de la Guinée. Comme tu l'as dit, la Guinée, c'est un pays quand même très pauvre, donc il y a beaucoup de problèmes qu'il doit régler, l'eau, assainissement. Et, comme vous voyez, la plupart, mais depuis ces derniers 4 ans-là, la Guinée, même si dans l'espace CEDEAO, parmi les migrants, il y a beaucoup de Guinéens. C'est eux qui se battent un peu partout dans nos États pour faire des activités génératives de revenus. Tu comprends mieux que à la source, ça ne va pas. Et surtout les contacts également que nous avons sur le territoire guinéen, les gens parlent. Mais Doumbouya, c'est la question que je me pose. J'ai eu l'impression qu'il n'écoute pas. Doumbouya est quelqu'un qui n'écoute pas, il est un patron, et lui, ce qu'il veut, c'est ce qui doit être fait, et c'est quelqu'un également qui a la cachette très facile, tout de suite. Voilà, donc, quand on l'analyse, je suis allé plus loin, comprendre que c'est un légionnaire. Vous savez, ces gens-là, ils sont dans une nature, si vous permettez, d'animosité pour eux. Ils sont appelés, on les a appris comment ramper, aller tuer. C'est tout ce qu'il a appris en France. Avant de venir, c'est la France qui l'a rendu légionnaire et il est revenu. Et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il doit être formé psychologiquement pour qu'il soit un président. Mais à l'état actuel, à l'état brut, en étant général, d'abord, c'est une manière d'enfreindre la règle constitutionnelle de la République de Guinée. Un général d'armée ne peut pas être candidat aux élections présidentielles en Guinée. Si Doumbouya est un général 5 étoiles, si vous voulez être candidat, il devait démissionner de l'armée pour être civil. Doumbouya ne l'a pas fait. Mais en vertu de quel... même malgré la constitution tortuée tout récemment, il n'y a pas un passage quelque part qui permettait à Doumbouya, avec sa grade de 5 étoiles de général, d'être candidat. Mais il l'a fait. Ça veut dire que les Guinéens, déjà, quand on dit quelqu'un qui vient à votre rescousse, vous vous préparez, c'est la façon dont la personne se prépare pour venir vers vous. Vous savez que le lendemain doit être beau. Aujourd'hui, c'est plus de peur aux Guinéens de voir qu'est-ce que Doumbouya va faire pour la Guinée. Oui, mais en même temps, quand vous dites plus de peur, moi, je ne comprends pas votre argumentaire dans la mesure où moi, je me base sur les chiffres. Vous avez plus de 80% de Guinéens qui sont allés voter. Non, mais c'est les pourcentages. Plus de 80% qui sont allés voter et 86% des votants ont fait confiance à Mamadi Doumbouya. Je pense que Samuel même connaît la réponse, juste qu'il veut qu'on l'explique, mais vous n'allez pas me dire que c'est ces chiffres-là qui vont faire aujourd'hui. Doumbouya pouvait même mettre 100% et c'est de son plein droit. Il a dit score soviétique. Samuel a déjà dit qu'en République guinéenne, l'institution chargée des élections est une direction d'un ministère, le ministère de l'administration territoriale. Ce n'est pas une institution autonome, comme on le dit, la CENI, ou bien une organisation qui, comme on le fait, les partis politiques sont là, et comme on le fait chez nous au Togo, la CENI est là avec ses représentants, les représentants des partis politiques qui animent la vie politique sont représentés au CENI. Mais c'est une direction du ministère de l'administration centrale, une directrice qui est nommée par Doumbouya et qui est sous un ministère nommé par Doumbouya. Mais aujourd'hui, tu veux qu'on sorte quel chiffre? Moi, c'est ce que je me pose la question. Tu connais déjà ce qui s'est passé là. Non, mais les Guinéens, il y a beaucoup plus d'abstention en Guinée. Même dans la révision des listes électorales, les gens ne se sont pas présentés. Mais je me dis... C'est parce que disent les chiffres. Mais les chiffres disent quoi? C'est ceux-là qui se sont... Il faut d'abord partir de ceux-là qui se sont enregistrés. Même, on a essayé de gonfler les chiffres pour étoffer la liste électorale. Mais pendant les élections sur le terrain, moi j'ai été contact de pas mal de personnes. Il y a eu vraiment d'abstention, mais on a déjà des chiffres. Tu penses que cette dame, directrice sous un ministère nommée par Doumbouya à l'état actuel, peut
produit quel type de chiffres? Je pense que tout le monde a la solution à votre question. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que, si Doumbouya veut vraiment être président, qu'il soit entouré de bonnes personnes. Je pense qu'il a plus besoin qu'on lui rééduque parce que être légionnaire et venir être président de la République, c'est des choses anticompatibles. Parce qu'il doit avoir la morale éducative, donc il faut vraiment qu'il puisse réconcilier les deux. Cyril? Oui, moi je voulais un peu revenir sur les propos de mon ami Dodo Dominique. Je crois que les chiffres, hein, déjà 86, plus de 80% de voix remportées par 86,72%. Voilà, déjà ce sont des chiffres qui sont déjà même dénoncés par certains candidats qui crient à la fraude, au bourrage des urnes. J'aime mieux vous dire que ça c'est la chanson habituelle des opposants. Des mauvais perdants, par ailleurs. Déjà, si ces opposants arrivent à dénoncer ces résultats, parce que même il y a des gens même qui parlent de l'intimidation. Il y a même certains candidats qui n'ont pas pu même aller voter. Donc, je crois que c'est déjà là, les résultats sont déjà là, c'est déjà là, et le peuple guinéen doit consommer. Comment on appelle ça, doit consommer les résultats qui sont là, le peuple est obligé de l'accepter. Maintenant, c'est à Doumbouya de valoir, comment on appelle, de faire valoir ses stratégies, voir comment il peut arriver à convaincre ce peuple-là. Parce que même avec les 80%, les Guinéens ne font pas confiance à Doumbouya. Et plusieurs Guinéens même n'aiment pas Doumbouya. Ça, je l'affirme. Vous vous basez sur quoi pour le dire? Quand vous avez les chiffres officiels. Nous sommes des journalistes. Et mais vous n'avez pas interrogé tous les Guinéens, vous n'avez pas mené d'enquête d'opinion en Guinée. Donc maintenant, c'est à monsieur le général Doumbouya de nous prouver que vraiment, il est là pour rendre heureux le peuple guinéen. Parce que jusqu'alors, les gens souffrent en Guinée. Même le Togo est même mieux par rapport à la Guinée. Déjà, le fait que certains opposants qui n'ont pas pu prendre part à ces élections-là, vraiment, ce n'est pas bien. Et actuellement, le peuple même est divisé. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la vie politique guinéenne sans parler de Cellou Dalein Diallo. On ne peut pas parler de la vie politique guinéenne sans parler de Alpha Condé, on ne sait même pas où lui il est. Voilà, où lui il est actuellement. Donc maintenant, c'est à Doumbouya de voir comment, peut-être dans les jours à venir, réunir tout cela, les inviter, peut-être les réunir autour de quelque chose pour qu'ensemble, il arrive à développer, comment l'appelle-t-on, la Guinée. Pourquoi pas ne pas même nommer Cellou Dalein Diallo Premier ministre? C'est une proposition. D'accord. Ça nous amène vers le second sujet. Nous restons toujours dans la logique des élections. On prend la direction de la Côte d'Ivoire. Victoire écrasante du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix aux élections du dimanche 28 décembre dernier. La commission électorale indépendante a publié donc les résultats définitifs. Le parti du président Alassane Ouattara rafle, tenez-vous bien, 197 sièges sur les 255 que compte le Parlement ivoirien. Un résultat qui s'inscrit dans la continuité de la présidentielle remportée par Alassane Ouattara avec un peu plus de 90% des voix. On dira que c'est la période des scores soviétiques qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Hein. Non, c'est pas forcément ça. Le cas de la Côte d'Ivoire est un peu différent. Parce que ici, ce n'est pas un putschiste qui est venu et puis qui a pris en auto le pouvoir et la constitution ici. Ici, il y a quand même une liberté. Mais c'est un homme qui est venu aussi après une guerre. Oui, non, ce que je dis, ce n'est pas lui qui a fait. Oui, il y a, comment on appelle, dans le cas de Doumbouya, c'est la dictature démocratique. Ici, c'est la démocratie dictatoriale que Ouattara lui fait. Donc, ça veut dire que lui, il est venu démocratique, mais il trouve des mécanismes démocratique pour bloquer les autres et y aller. Ici, Doumbouya utilise la peur, la menace pour empêcher les autres d'y aller. C'est ça. Donc, en Côte d'Ivoire, d'abord, je ne m'étonne pas parce que souvent, même aux États-Unis, quand vous voyez que quelqu'un remporte les élections présidentielles,
très souvent, les élections législatives aussi, il emporte. Ou carrément, quand la personne emporte les élections législatives, les élections présidentielles, c'est qu'on a besoin de la majorité pour fonctionner normalement en démocratie. Donc, ça ne m'étonne pas. Même si, je peux dire, on peut revoir que, n'oublions pas plutôt qu'il n'y a pas eu Gbagbo qui n'est pas allé, il y a Gbagbo qui n'est pas allé, et il y a les ténors. Tiam comme plébiscitaire il y a les ténors qui n'ont pas pu vraiment aller parce que je comptais sur comment ils appellent Blé Goudé aussi, mais apparemment j'ai vu que aux dernières nouvelles c'est comme si il a dit donner son parrainage à quelqu'un, quelque chose comme ça. Donc l'élection, le danger ou bien le problème devait venir si Ouattara et Gbagbo s'affrontaient. C'est là où on ne peut pas avoir ce score soviétique. Mais ici, disons que même dans une démocratie pure, tout n'est pas clair et net. Et ce que la démocratie, le droit demande dans la démocratie, le droit ne vérifie pas s'il y a eu des couacs au niveau des élections, mais le droit vérifie si les préalables aux élections sont respectés. Donc si c'est d'après la constitution ivoirienne, d'après tant que les gens ont été écartés vis-à-vis de la loi, il n'y a pas de mais qu'on ne prenne pas la force pour empêcher les gens d'y aller. Donc, moi, c'est là où je dis, et sinon, je pense que le score, ça ne m'étonne pas parce que déjà, beaucoup jouaient aussi en faveur de Ouattara. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est comme si il a donné une prime aux fonctionnaires où vous devez recevoir le triple de vos salaires. Ça aussi a galvanisé des gens à aller faire ce genre de choses. Donc, pourquoi il le fait juste à la veille des élections aussi, ça peut aussi jouer à savoir. Donc, c'est pour dire que le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose qu'en Guinée. Et même si je suis pas à l'aise avec les scores pléthoriques là. Ce score, qu'est-ce que ça renseigne par rapport à la Côte d'Ivoire, Dominique Lacmon? Parce que déjà, en décembre dernier, Alassane Ouattara lui-même avait 90%, un peu plus de 90% des voix. Maintenant, plus de 80% des députés lui sont acquis. C'est dire qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est plébiscité, sa gouvernance est plébiscitée. Oui, on peut le dire ici. Vous savez, surtout ça... On peut dire que sa gouvernance est plébiscitée à cause de l'incohérence de l'opposition ivoirienne menée par l'ancien président Gbagbo et Djidan Thiam de l'autre côté. Vous savez, je pense que si on est arrivé à cette victoire, c'est dû à ces tenants. Il y a eu cette immaturité de l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire que quand vous êtes un opposant et que vous incarnez, c'est-à-dire que votre parti, vous le mettez autour de votre propre personnalité, c'est ce que ça donne en fait. Pour Laurent Gbagbo, vous avez vu au lendemain de l'élection présidentielle qui a été aussi qui a reconnu l'accession du 4e mandat à Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo qui savait très bien qu'il y avait une élection législative en cours, au lieu de se préparer et réorganiser son parti politique et aujourd'hui tirer des alliances pour pouvoir faire barrage, au moins au niveau de l'Assemblée nationale à Alassane Ouattara, se sont mis dans une situation de vouloir revendiquer les victoires. Et je me suis dit, c'est vrai, tu sais, l'âge, Laurent Gbagbo a été un acteur politique même, je ne peux pas dire ivoirien, africain de grande taille, mais à un moment, avec l'âge, c'est comme on perd des repères. Et Laurent Gbagbo a perdu beaucoup de repères, surtout à sa sortie de la CPI. Bon, ça c'est... Il ne sait pas véritablement... Il pense être dans l'aura comme il était, mais il a oublié que les donnes ont changé. Pour Laurent Gbagbo, à la veille de l'élection présidentielle, au lendemain de l'élection présidentielle, il pensait avoir toutes les braises pour secouer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais il s'est trompé des moments. Il pensait qu'il n'y a pas toutes ces braises sous son mandat qui a fait que lui, on lui a balayé de revers de main pour faire asseoir Alassane Ouattara. Ces braises-là n'existent plus. Il n'y a plus de rébellion au nord. Il n'y a plus ça. Mais Laurent Gbagbo est resté avec les vieilles méthodes. Si ce n'est pas lui, personne ne s'y présente. Il n'a pas présenté son parti. Il n'y a pas de candidat à l'élection présidentielle parce que pour lui,
sa liste, son nom a été écarté, donc pas personne. On a vu comment dans cette décision, il a perdu des lieutenants qui aussi se sont présentés, tout ça. Donc je pense qu'il y a eu ça quand même, cette dispersion de l'opposition ivoirienne qui a permis que le parti de Alassane Ouattara puisse avoir plus de mobilisation. Et quand vous n'avez pas une cohérence politique comme ça, les militants sont perdus et d'autres sont allés aux reconversions, et tout ceci a contribué que la RHDP de Alassane Ouattara puisse avoir un nombre important pour permettre à Alassane Ouattara de continuer sa gouvernance. Aujourd'hui, c'est plus l'opposition qui donne plus de grains à moudre à Alassane Ouattara. Mais une chose quand même qu'il faut remarquer, quand on considère les chiffres, on dira que les élections organisées par Alassane Ouattara, Cyril Sablassou ne mobilise pas full. Parce que là, 35% de participation. Moi, ils ont été fidèles c'est ce que moi je voulais souligner, qu'il n'y a pas assez de mobilisation autour de ces élections-là. Parce que sur plus de 8 millions d'Ivoiriens qui sont enregistrés au niveau de l'organe en charge des élections, c'est seulement à peine 2 millions qui sont sortis pour aller voter, à peine 35%, je crois. Autrement dit, l'objectif... C'était 37 en 2021, donc pourquoi il peine, malgré tout le bilan qu'on lui donne, pourquoi il peine à mobiliser les Ivoiriens pour les élections? Oui, moi je crois que ça dépend aussi de la stratégie qu'il est en train de mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif d'Alassane Ouattara, c'est de gouverner sans entrave et sans opposition. Et je crois que c'est déjà acquis, parce que quand vous prenez quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui n'est pas là, le grand ténor qui n'est pas là, et Tidiane Thiam, qui n'est pas aussi là, même à Guessa, lui, il a raflé au moins 32 sièges, je crois. Charles Goudé aussi, qui n'est pas là. En fait, ce sont des gens qui peuvent mobiliser la population. Ce sont des personnes là qui peuvent dire à la population de sortir. Maintenant, si le peuple aujourd'hui, c'est sur ces gens de personnes, ils comptent. Et maintenant, lors des élections, ces personnes ne se présentent pas, qui sont même bloquées par, peut-être, entre guillemets, par Alassane Ouattara de prendre part à ces élections-là. C'est pourquoi eux, ils sont obligés, ces tenants sont obligés d'appeler les populations au boycott. Je crois que c'est ce que Laurent Gbagbo a fait, parce que Laurent Gbagbo a demandé à ce que ses partisans ne sortent pas et n'aient pas voté. Bon, donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en train de dresser le boulevard pour l'actuel président, pour Alassane Dramane Ouattara, parce que à l'heure actuelle, il n'y a plus d'opposants devant lui, donc il est libre de gouverner, de faire tout ce qu'il veut. Mais soulignons quelque chose. Depuis 2010 ou 2011 que Alassane Ouattara est arrivé, il y a beaucoup de changements au niveau du côté de la Côte d'Ivoire. Même si, entre-temps, il y a... changement, c'est-à-dire? Bon, quand je parle de changement, quand vous allez un peu au niveau sur le plan économique, infrastructure, tout ça là, je crois que le monsieur est en train de travailler. Même si des fois on est tenté de tirer sur lui, le monsieur est en train de travailler. Mais ça ne se sent pas quand il invite les Ivoiriens aux urnes, pour un monsieur qui travaille si bien. Non, Dominique a essayé de dire quelque chose, il faut le comprendre ainsi. D'abord, ce n'est pas la faute de Ouattara quand les gens ne sont pas allés, c'est la faute de l'opposition. Vous voyez, quand je suis un militant de l'opposition, quand l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur une voix, les électeurs sont déçus et les gens vont dire, bon, à quoi bon d'aller voter? Ça veut dire que vous êtes en train de dire que l'opposition a plus de militants que le parti au pouvoir. Naturellement, en fait, très souvent, s'il faut vraiment prendre, même dans toutes les même au Togo, prendre les indécis, ceux qui n'ont pas voté, si je suppose que tout ça là, c'est les gens qui doivent potentiellement voter pour l'opposition, donne plus de public derrière lui qu'elle le sache. Mais le souci, c'est que, ouais, quand vous allez à une élection et que les leaders qui ne s'entendent pas, celui d'ici, celui d'ici, voyez par exemple, normalement, Blé Goudé était le dauphin de Gbagbo. Pourquoi Gbagbo ne pouvait pas soutenir Blé Goudé d'après tout ce qu'il a fait avec lui? C'est le point 1. En plus de cela, Gbagbo, lui et sa femme rond, et la femme va créer un autre parti. C'est visible que ça ne va pas marcher. Maintenant, au sein de l'opposition,
celui-ci dit on va pas aller. Maintenant, le public. Donc, disons plutôt que les 35% qui sont allés voter, disons c'est une population acquise à Ouattara. En fait, c'est cela. Le travail sur le terrain, quand l'opposition est divisée, ça arrange en fait Ouattara et une continue. Parce que on ne peut pas dire qu'un peuple aime 100% le président. Non. Mais ouais, la Cannes, le boulevard, je pense que c'est 38, ils appellent quoi. Il y a un boulevard qui quitte la frontière avec Ghana jusqu'à Abidjan, qu'ils ont retapé. Il y a tout ce qu'il a fait. Ça fait que les gens sont tentés de dire, malgré tout, comment on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc je me dis que c'est cela. Ce n'est pas Ouattara qui, on doit dit que c'est celui qui a causé ça, mais c'est à l'opposition. Comment ne pas faire? Si c'est 35%, ça veut dire que au-delà de du moins 60% ou 65% qui sont obtenus, les gens là, s'ils étaient venus, l'opposition allait gagner ou l'opposition allait l'emporter. Donc c'est ça le problème. Donc l'opposition n'a qu'à faire le travail à tel à que les électeurs comprennent les enjeux. Parce qu'il faut comme ça, quand vous vous battez trop au sein de l'opposition ou simple électeur ou électeur pour faire voir, lui il est déçu. Imaginons que des gens qui veulent aller voter à Gbagbo et il dit que Gbagbo il ne peut pas aller. Seulement ils n'y vont pas. Et sans compter ceux qu'il a faussés, parce que les élections législatives peuvent permettre à un jeune d'éclore. À cause de ça, on ne va pas les voir. Donc, moi, oui, je mais pense... en même temps, son parti l'a dit, et je vais le lire, le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo dit « Cette décision est un acte politique conscient visant à ne pas légitimer un ordre politique contesté. » Non, c'est-à-dire, vous leur demandez de faire une chose et son contraire. Non, c'est ça. Parce que, vous voyez, c'est ça, j'ai lu, je pense, c'est la dame là, l'avocate là. Non, il s'appelle Sébastien. Oui, non. Sébastien Dano. Donc, son porte-parole. Il y a une dame, je pense, c'est l'avocate du parti, même quand elle est sortie entre temps. Moi, je pense que on est en train de déifier, comment on appelle, Gbagbo. D'abord, on ne va pas une élection. Au lieu de parler des problèmes de ton pays, que toi, quand tu viens, tu vas aller t'affilier à l'AS pour Panama. Non, il s'est trompé du combat. Donc, tout ça là, ça fait que, en fait, on dit que les gens veulent déstabiliser le pays. Et toi, tu dis que quand tu viens, tu vas collaborer avec des gens. Donc, il a créé un fourre-tout. Au lieu de s'occuper des problèmes de la Côte d'Ivoire d'abord, il veut s'occuper des problèmes de l'Afrique. Quand il a créé le PPACI, c'était pour avoir des arguments partout, pour dire que... Moi, je me dis que les opposants ou bien nos leaders de partis politiques n'ont qu'à s'occuper des problèmes réels de leur pays d'abord, avant d'aller sur le plan. Du moins, quand tu es président, tu peux tendre la main à un autre pays, mais quand tu es l'opposant, je pense que le mieux c'est de battre pour le pays. Et moi, je n'ai pas vu Gbagbo faire un travail abattu. Déjà, la scission de son parti, où Afin Guessa prend une partie, lui-même prend une partie, et Simon Gbagbo aussi prend une partie. Voyez que c'est les électeurs le lectorat de Gbagbo même qui est scindé à 3. Comment il peut s'en sortir? Donc, moi, toute la guerre entre l'opposition n'arrange que le Ouattara ou le pouvoir. Donc, chaque fois que vous, les membres de l'opposition, vous battez, entre vous, c'est le pouvoir qui emporte. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi j'ai été plusieurs fois en Côte d'Ivoire ou à Abidjan, et j'ai vu d'énormes changements en 3 ans. J'étais allé avant Ouattara. La dernière fois, j'ai vu beaucoup de changements. À Djamé, j'ai juré que je ne peux même pas passer deux jours à Djamé. Mais je suis allé, on a transformé ça. Vous allez à Gonzaville, qui était une place où la nôtre était mieux que ça. Maintenant, ils ont arrangé. Vous allez à Makori, Koumassi, c'est que... Oui, moi, Dominique, là, bon, j'entends tout cela, mais le fait est que les Ivoiriens, qui sont les premiers bénéficiaires de tout ce que vous dites d'aussi beau, refuse les élections d'Alassane Ouattara. Oui, justement, je vais vous dire, c'est pas forcément que quand on le dit qu'Alassane Ouattara a gagné les élections, pas pour dire que Alassane Ouattara, si les choses allaient normalement, il allait être réélu. Non, mais vous savez, quels que soient ses efforts, les Ivoiriens regardent également. Vous savez que dans quelles conditions Alassane Ouattara, lui aussi, il a à dire dans son incohérence politique. Quand au début, après ces 2 mandats, il positionnait le défunt Koulibaly, où Alassane avait dit non, il est temps qu'il laisse le plancher aux jeunes aujourd'hui. Mais après la mort de Koulibaly, il y a ces remords là où les gens ne font plus confiance
à Alassane Ouattara sur le plan politique, mais pas ça seulement sur ses actions. Parce que sur le plan politique, Alassane Ouattara reste quelqu'un qui ne fait pas confiance à cause de ses déclarations. Aujourd'hui, après qu'il a remplacé, avant d'aller dire, avant de remplacer, venir à la place d'Amadou Koulibaly qui est décédé à la veille d'une élection, il dit qu'il prend les responsabilités. Mais quel argument il a donné pour aller au 4e mandat? Est-ce qu'il a retrouvé sa jeunesse après? Donc tout ça là, maintenant il fallait des vrais opposants en face, très cohérents, qui peuvent rafler cette jeunesse ivoirienne derrière eux. Finalement, on trouve un Gbagbo désorienté, qui crée des brèches par ici, c'est lui. Mais quand Alassane Ouattara, il savait Alassane Ouattara va l'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles, il faut préparer un plan B. Et on a vu, comment il dit, j'oublie, son vice-président, qui a démissionné à la dernière minute pour aller poser au Maolo, quelque chose comme ça, là, j'oublie son nom. Mais lui, on a fait ce débat-là ici, je disais que les gars savaient que même Laurent Gbagbo, si ce n'est pas lui qui est candidat aux élections, Laurent Gbagbo ne permettra à personne. Mais c'est ça, Laurent Gbagbo n'a pas accepté de remplacer quelqu'un, un jeune, de son parti à cette élection. Tout ça là, Laurent Gbagbo devait être un vrai militant, c'est-à-dire il devait, s'il était mis à l'écart, avait trouvé un plan B pour participer aux élections présidentielles, il devait mettre en difficulté Alpha Condé, Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo ne s'est résumé qu'à sa personnalité. Et il allait partout. Didan Tchia aussi en a fait la même. Alassane Ouattara est élu président. Pendant ces élections-là aussi, il faut renfler pour aller. Et il a appelé au boycott. Donc, ça veut dire que les gens, franchement, se sont désemparés. Non plus faire confiance à l'opposition, non plus faire confiance à Alassane Ouattara. Finalement, quand même, Alassane Ouattara, il a une équipe avec qui il travaille, qui fait un travail sur le terrain pour atteler cette miette de militants qui le sont fidèles. Mais c'est ceux-là qu'on a eu les 35% des électeurs. Et parmi ces 35%, il a raflé les 80 combien? C'est évident que ce soit lui, ses propres militants, ceux qui le comprennent. Mais cela ne veut pas dire qu'Alassane Ouattara est populaire en Côte d'Ivoire. Oui. Mais bon, c'est la démocratie. Quand on organise une élection, vous vous rappelez, en début du mois d'octobre, là, on avait dit qu'il faudrait que les politiques africains aillent à l'école de Sonko. Même si aujourd'hui Sonko est son ami, ce n'est pas ça. Mais il faudrait que les politiques africains aille à l'école de Sonko. Si ce n'est pas moi, toi si tu n'iras pas. C'est pas ça. Aujourd'hui, le réel problème aujourd'hui pour les populations, c'est le développement. Ce sont les politiques de développement. Mais je crois que les hommes politiques sont en train de sont en train de dresser ou de dresser surtout un boulevard pour les pouvoirs en place. Parce que si aujourd'hui, quand nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, Gbagbo qui dit OK, comme Gbagbo qui dit OK, comme je ne serai pas candidat, donc on n'aura pas de candidat des candidats qui viendront de notre parti là. C'est une manière de légitimer Alassane Ouattara. Parce que donc Gbagbo, tous ceux qui se sont présentés aussi au nom de son parti ont été exclus. Oui, donc, mais il y a toujours des gens. On peut toujours trouver des personnes. Quand vous prenez le cas du Sénégal, mais à la dernière minute, Sonko a fait appel à son secrétaire général parce que le président de la République était le secrétaire général du PASTEF. Donc il faudrait qu'on réfléchisse un peu sur les stratégies ou les stratégies qu'on doit adopter au sein de nos partis, au sein d'un parti politique, parce que nous voyons que ce sont les politiques même qui dressent des boulevards pour les partis au pouvoir. Moi-même, je me suis posé la question si... Le temps est déjà contre, on va marquer la pause maintenant pour suivre ensemble le journal et on sera de retour derrière.